Ça fonctionne, oui. Vous m'entendez bien. Bonsoir. Bienvenue à chacun d'entre vous à cette première soirée sur la grille du Frêne. Première soirée, on espère que ce ne sera pas la dernière. Je me présente, mon nom est Lucie Paquet, je suis responsable des communications à l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Alors, merci encore de votre présence. C'est le signe encourageant que vous avez un intérêt, vous vous préoccupez pour l'avenir de notre canopée dans l'arrondissement. Alors, je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment va se dérouler la soirée. D'abord, il y aura des présentations dans un premier temps. Du maire François-William Croteau, qui est avec nous ce soir, Ariane Goyette, qui est chef de la division des parcs de l'arrondissement, Rosemont-la-Petite-Patrie, qui viendra vraiment vous faire un point très technique sur toutes ces questions qu'on a en tête concernant la grille du Frêne. Frédéric Bourly, qui est avec nous, directeur général de la SODER, président des pousses urbaines, qui viendra vous dire comment les citoyens peuvent s'impliquer concrètement pour lutter avec l'arrondissement contre la grille du Frêne. Marie Choquette, qui est derrière, que vous avez peut-être déjà rencontré, agente technique en horticulture et arboriculture, qui est dans la même équipe que Ariane, donc qui a des documents à vous donner, même un arbre atteint par la grille qu'elle peut vous expliquer. Donc, une bonne référence si vous avez des questions, si vous avez des documents que vous voulez obtenir. Donc, dans un premier temps, une mise en contexte avec le maire. Ariane, ensuite, qui viendra faire des présentations. On reviendra avec le maire pour présenter notre plan d'action 2015 quant à la lutte à la grille du Frêne. Comment on va s'y prendre pour conserver notre forêt urbaine. Ensuite, Frédéric Bourly viendra vous dire, vous, comme citoyen, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer. Et ensuite, on passera à la période de questions que j'animerai, donc à la suite des présentations. Donc, on vous demanderait de garder vos questions pour cette période-là. Alors, bonne soirée. Je cède la parole à Monsieur le maire. Merci beaucoup, Lucie. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à cette soirée pour la présentation de notre plan d'action décennal de la lutte contre la grille du Frêne. Nous trouvions très important de pouvoir présenter ce plan d'action parce que beaucoup de citoyens se sont montrés très inquiets par la prolifération de la grille du Frêne, des enjeux auxquels nous devons faire face collectivement. Donc, depuis déjà une année, là, il y a eu beaucoup de discussions qui se sont déroulées entre la Ville de Montréal et les arrondissements pour tenter de trouver une solution montréalaise. Et donc, chaque arrondissement, naturellement, a un défi différent. C'est un peu de ce défi-là, ce soir, en ce qui nous concerne, auquel on vous a conviés à la discussion. Vous savez, on parle des frênes, c'est un peu plus de 30 de l'ensemble de nos arbres qui peuvent être atteints par cet insecte ravageur. Et quand on parle de 30 des arbres, ça a un impact important sur plusieurs facteurs de votre vie au quotidien. Qu'on pense à la lutte aux îlots de chaleur, donc la perte de la canopée pourrait avoir un impact important sur la chaleur ressentie et naturellement sur la toxicité des particules fines émises par les gaz à effet de serre, ce qui viendrait atteindre directement la santé publique et donc aussi le confort. Donc ça, c'est un des impacts majeurs sur la filtration des airs aussi, des arbres qui absorbent l'ensemble des GES. Cette perte massive aura un impact aussi sur l'ensemble de la qualité de vie des citoyens, mais aussi de l'ensemble de l'île de Montréal, naturellement. Autre facteur important, c'est aussi des questions économiques. Un arbre, c'est un investissement autant pour les citoyens, mais pour la ville. Il faut savoir que remplacer des arbres, lutter contre cet insecte a un coût important pour un arrondissement, pour la Ville de Montréal et naturellement va avoir un impact économique pour aussi les contribuables. Et je pense que c'est important que vous soyez au courant de quelle manière nous allons travailler pour tout faire pour diminuer ces impacts économiques tout en préservant votre qualité de vie et donc préserver les arbres. Et finalement, il faut savoir qu'un frêne, ça a aussi une valeur, oui, morale, une valeur, je vous dirais, patrimoniale d'une certaine manière, parce que souvent, ce sont des arbres assez âgés. Et ça a une valeur pour, je vous dirais, le quartier en son ensemble. Vivre dans des quartiers comme les nôtres où il y a des arbres matures en façade, bien, ça vient aider à avoir un quartier plus vivant, mais aussi plus agréable et qui vient augmenter, pour ceux qui sont propriétaires, la valeur de votre résidence.
On parle qu'un arbre mature peut avoir un impact entre 15 et 25 sur la valeur de votre résidence. Et donc, des rues entières où 80 des arbres actuellement sont des frênes, vous avez peut-être une idée de l'impact que cela pourrait avoir aussi sur la valeur même des résidences des citoyens. Alors, il faut aussi tenir compte de cet élément-là. Il n'y a pas juste la question environnementale qui est le facteur principal, mais il y a aussi cet impact important sur le portefeuille de l'ensemble des citoyens, payeurs de taxes et propriétaires de l'arrondissement. Donc, je pense que dans cette optique, comme arrondissement, nous voulions avoir un plan d'action concret, réaliste, et travailler surtout avec les experts, tant des secteurs du parc, de la division des parcs de l'arrondissement, mais aussi avec l'ensemble des acteurs montréalais, et entre autres les écoquartiers, et consulter l'ensemble des gens. Donc, ce que vous allez voir ce soir, et je vous dirais le travail, l'accomplissement d'une année presque de consultation, de travail, d'analyse qui nous amène à un plan d'action sur 10 ans, un plan d'action réaliste qui, je le souhaite, fera en sorte de vous rassurer sur ce que nous entendons faire pour les 10 prochaines années, mais aussi vous dire que nous avons quand même déjà travaillé depuis déjà 2 ans à l'injection, la protection et aussi la valorisation des frênes. Donc, c'est important que vous sachiez que nous ne sommes pas inactifs depuis 2 ans, nous sommes déjà très actifs, mais ce soir, ça nous permet aussi de vous dire d'où on est parti et où on s'en va au cours des 10 prochaines années. À la suite de la présentation, vous aurez la chance d'avoir des questions si on n'a pas réussi à y répondre à toutes ces questions. On souhaite que tout sera plus clair. Mais ce que je tiens à mentionner, c'est que c'est un plan réaliste sur lequel on s'appuie. On est optimiste de réussir à atteindre les objectifs qui vont vous être présentés ce soir. On souhaite préserver le plus de frênes possible et remplacer le plus grand nombre possible qui ne seront pas sauvables. Naturellement, on ne peut pas sauver 100 des arbres et on vous expliquera ce soir pourquoi. Mais en même temps, je pense que on viendra ce soir vous rassurer sur le fait que l'arrondissement tient à cœur cette situation, mais surtout a pris les rênes bien en main et s'en va dans la bonne direction pour votre qualité de vie et aussi pour votre portefeuille. C'est important d'en parler. Alors voilà, je vais donc, si vous me permettez, laisser la parole à Mme Ariane Goyette, qui est un peu celle qui a mené ce plan d'action. C'est la chef de division parc de l'arrondissement, qui est notre Bible en matière d'arbres et de fleurs dans l'arrondissement. Si vous avez une question, elle va vous répondre en latin sur les noms d'arbres. Alors, je tiens, et on tenait à ce que ce soir, ce soit les experts qui vous parlent. Ce sont eux qui nous ont aidés à proposer ce plan ce soir. Et je tiens à les remercier, spécifiquement Mme Goyette et M. Bourrelli, qui nous ont accompagnés depuis tout ce temps, qui nous ont bousculés et qui bousculent aussi d'autres personnes pour les éveiller, les éveilleurs de conscience. Alors, merci pour votre très grand travail et votre dévouement à cette cause très noble et très juste. Mme Goyette. Et oui, on s'occupe des arbres publics qui sont un peu partout dans l'arrondissement, dans les parcs, dans les rues. Puis, c'est ça, je vais vous présenter où on en est relativement à la grille du frêne. Juste avant, c'est peut-être faire un portrait de notre forêt urbaine, là, si on ne parle pas juste de frêne. Mais bon, à grandeur de l'île, on parle souvent de la canopée. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme-là. La canopée, finalement, c'est la projection au sol du feuillage. C'est une vue aérienne qui nous indique à peu près quelle couverture est en verdissement. Puis, dans Rosemont, on a 19 % d'indice de canopée. C'est le même que l'indice moyen de Montréal, qui est de 19 %. La Ville s'est fixé des objectifs de 25 % de canopée pour répondre à toutes sortes de paramètres, disons, écologiques, parce que les arbres nous rendent des services écologiques. Ça, on en est bien conscient maintenant. Puis, ils sont, la superficie de notre territoire est de 14 km². On a, dans notre forêt d'inventorié, on a presque 37 000 arbres dans Rosemont-la-Petite-Patrie, des arbres publics. Et de ces arbres-là, il y a 8 500 frênes.
On a mis en parallèle les données pour l'île de Montréal, mais il faut faire attention parce que on n'a pas d'inventaire pour les arbres privés, fait que c'est pour les arbres publics. Les inventaires ne sont pas toujours complets. Comme chez nous, on a des vieux inventaires pour les arbres de parc. On connaît bien nos arbres de rue, mais en parc, on a des bonnes indications, mais l'inventaire date quand même de près d'une vingtaine d'années, si ce n'est pas plus. Mais c'est des bonnes indications. Sur les rues, du nombre de 36 000, il y a presque 22 000 arbres qui sont répartis de façon assez équitable entre les différents districts. Et ces arbres-là ont été plantés à la fin des années 50. C'est surtout des érables de Norvège, argentés, beaucoup de frênes. Oui, on est critiqué parce qu'on dit que les gens n'ont pas eu la vision de planter de la biodiversité à l'époque, mais c'était des enjeux qui n'étaient pas connus. Les insectes ravageurs qui décimaient des populations complètes d'arbres. On a eu la maladie hollandaise de l'orme qui est arrivée un petit peu plus tard, là, peut-être dans les années 60 quand même, mais ça prend du temps avant que ces notions-là, on les mette en pratique. Puis c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est que quand on plante maintenant, on essaie de planter 20 genres différents d'arbres. Donc, on ne plante pas juste des érables ou juste des frênes. Puis si on va dans une essence ou un genre, on essaie de ne pas dépasser plus que 20 % d'un genre. Bon, évidemment, vous me direz, on a beaucoup d'érables, oui, mais je pense qu'on a presque 35 % de nos arbres qui sont des érables aussi. Fait qu'on essaie vraiment de diversifier, mais quand on plante, on a toutes sortes de contraintes auxquelles on fait face. Les contraintes du site, ça peut être, est-ce que c'est une artère principale où il y a beaucoup de sels de déglaçage qui sont utilisés? Il y a des arbres qu'on ne peut pas planter dans ces conditions-là. Les érables vont moins bien performer. Est-ce qu'il y a des réseaux aériens, des réseaux électriques? Comme le frêne est planté beaucoup sous le réseau électrique. Malheureusement, c'était un arbre qui performait bien sous le réseau parce qu'on pouvait l'élaguer de façon assez sévère, puis il survivait. Tandis qu'il y a d'autres essences qui vont moins bien réagir à des coupes drastiques. Il y a des endroits qui sont très restreints, il faut planter des plus petits arbres. Oui, il y a eu des erreurs. Hein. Chez vous, vous devez voir, des fois, on se dit, l'arbre est trop gros par rapport à son emplacement. On essaie de ne pas reproduire les erreurs du passé, mais c'est ça, toutes ces contraintes de site-là font en sorte que ça fait comme un entonnoir dans le choix des espèces qui sont disponibles. Et aussi, on est un peu tributaire de ce qui est produit en pépinière. La pépinière de la ville nous produit des arbres, il essaie de diversifier, mais ce qui est sur le marché, c'est ce qu'on peut acheter. Puis il faut penser que l'infestation est à la grandeur du nord des États-Unis ici, fait qu'il y a beaucoup de demandes pour se procurer des arbres là, de toutes sortes d'essences. Fait qu'on va être on va dépendre de ça, là, de ce qui va être disponible là, pour replanter. OK. Dans nos parcs, on a 15 000 arbres qui sont dans les parcs, les places publiques, des petits îlots de verdure. Il y a aussi le parc Maisonneuve qui est un gros poumon pour l'arrondissement. Là. La superficie du parc Maisonneuve est aussi grande et même plus que l'ensemble de nos parcs d'arrondissement. Fait qu'on a 6 625 arbres au parc Maisonneuve et puis 1 450 au golf. Puis de ce nombre-là, je pense qu'il y a à peu près 800 arbres qui sont des frênes assez matures. Pour le domaine privé, pour finir la parenthèse sur notre forêt urbaine, il y a 60 % de notre territoire qui est sur le domaine privé. Donc, il y a de la place. Il y a de la place peut-être à planter plus sur le domaine privé, même si nos propriétés sont restreintes. C'est là, on veut faire un effort sur le domaine public, mais il faut faire un effort collectif aussi pour planter sur le domaine privé. Monsieur le maire l'a expliqué tantôt un peu tous les bénéfices qui sont rendus par les arbres. Hein. Je répète, mais la qualité de l'air, notre qualité de vie, les arbres influencent même de façon positive là, notre santé physique et mentale. C'est prouvé par le biais de différentes études.
Notre entretien. L'entretien, ce qu'on fait à la division des parcs, bon an, mal an, c'est qu'on plante habituellement depuis plusieurs années. Dans notre budget de fonctionnement, on a 330 plantations. Donc, on plante un petit peu plus que qu'est-ce qu'on abat. On abat des arbres, mais des arbres qui sont mal en point, qui sont rendus sénescents, des frênes, d'autres types d'arbres aussi, puis ils sont remplacés. Fait qu'on a toujours eu dans les dernières années un bilan positif plantation par rapport aux abattages. Les autres activités qu'on fait, on fait de l'élagage. On aimerait en faire plus, mais on est capable de faire à peu près 2000 élagages par année. Des branches qui sont basses, qui nuisent à la voie publique, aux différentes infrastructures. Tous ces arbres-là, les arbres qui ont été plantés, évidemment, il faut les arroser. On les arrose pendant les 3 premières années suite à la plantation. Et aussi, on inspecte des arbres. Les citoyens nous demandent des élagages ou il y a différentes demandes qui sont faites. Et nos inspecteurs inspectent à peu près 1800 arbres par année pour différentes demandes. Ça a augmenté pas mal aussi, ça, dans les 5-7 dernières années. Là, il y a une croissance au niveau des demandes d'inspection pour les arbres pour différents traitements. Ça clôt la partie forêt urbaine puis l'entretien qu'on fait. Maintenant, on arrive dans la grille. Vous en avez entendu parler, mais je vais vous refaire une autre petite mise en contexte. En fait, l'insecte est arrivé en 2002 dans la région du Michigan, aux États-Unis. Depuis ce temps-là, il a progressé beaucoup vers le nord, puis ils ont décimé des millions d'arbres. Il y a toutes sortes de façons qui ont été utilisées pour essayer de contrer les abattages massifs. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné, mais il y a beaucoup de recherches en cours qui sont, je ne sais pas si je peux me permettre de dire prometteuses, mais la meilleure stratégie, c'est d'essayer de ralentir l'insecte, et c'est en faisant des traitements. C'est ce qu'on fait dans l'arrondissement puis à la ville, des traitements d'un produit qui est un biopesticide qui s'appelle le triazine. Donc, on essaie de ralentir l'infestation le plus possible pour donner le temps à la recherche peut-être d'essayer de trouver des moyens, puis aussi nous laisser le temps d'intervenir ou d'abattre, de remplacer pour étaler les coûts sur plus longtemps. Parce que si on ne faisait rien, c'est que peut-être que dans 5 ans, on va se retrouver avec, je ne sais pas, la moitié de nos frênes qui vont être morts, puis on sera pas capable de réagir parce qu'il va falloir abattre beaucoup, beaucoup d'arbres en même temps. On va avoir de la misère à trouver des ressources parce que là, même les élagueurs, ça va devenir la main-d'œuvre qui va être difficile à trouver. Fait qu'on essaie de tout amortir ça sur une beaucoup plus longue période de temps parce que si on ne faisait rien, dans 5 ans, là, ça serait... Je crois qu'il y a des endroits aux États-Unis où il y a des zones qui ont été déclarées sinistrées parce que quand l'arbre est mort puis qu'il reste debout, ça commence à devenir un danger. Les branches peuvent briser, ça peut tomber sur les gens et tout ça. Fait que c'est vraiment ça, l'objectif, c'est de ralentir le plus possible. Je vous expliquerai tantôt, c'est un petit peu ça le plan d'intervention sur 10 ans là, qu'on se fixe. Donc, l'insecte, il pond ses œufs sous l'écorce. C'est la larve qui se développe sous l'écorce qui crée des petites galeries qui empêchent les échanges de sève. Puis là, l'arbre, par le haut de la cime, il commence à dépérir quand on voit que 10-20 qu'il n'y a plus de feuillage, il peut drageonner. Il peut y avoir des pics-bois aussi. Si vous notez la présence de pics-bois, mais c'est un mauvais signe. Ça contrôle les insectes, mais ça indique la présence d'agriles dans les frênes. Fait qu'on entend plus, nos inspecteurs, ils remarquent, tu vois, il y a plein de trous de pics. Fait qu'à ce moment-là, ça se peut qu'on mette l'arbre à l'abattage parce que la présence de l'insecte est évidente. Une fois l'arbre infesté, ça peut prendre entre 2 et 5 ans avant que l'arbre meure. Puis après 2-3 ans, on peut se retrouver presque à 3 ou 4 000 larves dans l'arbre. Puis pourquoi on ne veut pas tout abattre non plus, c'est que si on abat tout, c'est que l'insecte va se propager plus vite. Il faut qu'il reste où il y a de la nourriture aussi. Fait que c'est comme une stratégie entre qu'est-ce qu'on abat, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on traite. Puis le traitement au triazine,
ça ne tue pas directement l'insecte, mais ça réduit son taux de reproduction, ça y enlève de l'appétit, fait que ça ralentit vraiment la dissémination de l'insecte. Les enjeux locaux, dans le fond, c'est qu'on on a écrit ici qu'on avait eu 1800 frênes dans les parcs et les espaces verts. Il y en a 6700 sur rue. Ça peut varier d'une source à l'autre, mais je dis qu'on a à peu près 7000 arbres de rue. Ça représente un arbre de rue sur 3 qui est un frêne. Et par secteur, on voit que c'est dans Marie-Victorin qu'il y a le moins de frênes, mais c'est là où l'infestation est la plus sévère actuellement. Je vais vous l'expliquer tantôt. Fait que Marie-Victorin, 15 % de frênes. Vieux-Rosemont, vous voyez, 34 % c'est quand même beaucoup. Étienne-des-Marteaux, 36 %. Et le quartier Saint-Édouard, 44 % des arbres sont des frênes. C'est énorme. Je vais en arriver justement à notre plan d'intervention puis ce qu'on va faire dans les prochaines années, mais ce qui a été fait. Mais ce qu'on a remarqué, les inspecteurs, ce sont nos agents techniques inspecteurs qui ont fait beaucoup d'inspections de frênes, ils se rendent compte que suite à du dépistage, quand ils vont voir les frênes pour voir si on traite ou si on ne traite pas, on voit que, parce que quand on a fait l'inventaire, les arbres n'avaient pas été catégorisés. Tu sais, notre inventaire, ça fait juste dire on a un frêne à tel endroit, puis il est de telle grosseur. Là, il y a un diamètre de 30 cm. Là, quand ils retournent voir les arbres, ils voient ceux qui sont en bonne ou en moins bonne santé, puis on constate qu'il y a à peu près 40 % de nos arbres qui sont en santé supérieure, qu'il y a un autre 40 % qui sont en santé moyenne, puis là, ceux-là, ça va dépendre des ressources, si on traite ou si on ne traite pas. Puis tout de suite, de prime abord, on voit vraiment que 20 ou 30 % des frênes qui ne sont vraiment pas en bonne santé, qui sont moribonds, puis qui ne répondraient même pas au traitement de toute façon. Fait que c'est un peu ça qui fait qu'on a commencé déjà des abattages, parce que ces arbres-là, ils ne valent pas la peine qu'on investisse, puis on veut commencer à les remplacer le plus vite possible. Okay. Je vais me déplacer pour vous expliquer la carte, en fait. Je ne sais pas si tout le monde l'a, mais vous pourrez en prendre en repartant si ça vous intéresse de repartir avec une carte. Comme on l'expliquait tantôt, le premier agril a été dépisté en 2011. C'était dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Et en 2011, on a commencé, la Ville, sous les recommandations de la Ville, on a commencé à faire du dépistage intensif. Le dépistage, c'était qu'on prend des branches d'arbres, on enlève l'écorce, puis on voit sous l'écorce s'il y a des insectes. C'était fait de façon aléatoire. Fait qu'on a commencé à peu près partout dans l'arrondissement. Hein. On prenait 250 échantillons, c'était 2 branches par échantillon, puis là, on voyait, y a-t-il des agrils ou il n'y en a pas? Et les premiers qui ont été découverts, c'est au Jardin botanique. On a commencé à traiter, pas au Jardin botanique, parce que c'est le Jardin botanique qui s'occupe des arbres dans le jardin, mais ici, c'est que, en fait, on prend un périmètre de 300 mètres, et puis dans ce périmètre-là, soit on traite ou soit on abat les arbres, vraiment pour ralentir l'infestation. Fait que ça a commencé ici. 2011, dépistage, 2012, traitement. Ici, au nord, le petit cercle bleu, ça a été en 2013, les traitements qu'on a faits, puis il y a eu des abattages. Puis on voit qu'en 2014, c'est les cercles jaunes, là, il y a vraiment une explosion. On a trouvé des foyers d'infestation vraiment tout du côté est de l'arrondissement. Il y en avait à plusieurs endroits. Okay, puis les cercles sont de 300 mètres. Ça a été déterminé à 300 mètres parce que il y a beaucoup de frênes. Fait que quand c'est des endroits où ils sont très denses, les périmètres sont plus petits. Si c'était ailleurs puis qu'il n'y a pas beaucoup de frênes, les cercles seraient plus grands. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on voit qu'il y a un arbre qui est positif, là, après, on va inspecter, c'est ce que nos inspecteurs font, vont regarder tous les arbres, puis c'est là qu'ils catégorisent, soit pour l'abattage ou soit pour le traitement. C'est du travail de plus qu'on fait à chaque année. Donc, en 2014, j'ai écrit de 2012 à 2014, mais en fait,
c'est vraiment en 2014 qu'on a fait beaucoup de traitements. Il y a eu 2000, là on me dit 2700 depuis le début, mais il y a eu 2500 arbres qui ont été traités dans l'arrondissement. Fait qu'il ne faut pas penser qu'on ne fait rien parce que sur les arbres de rue, nos 7000 arbres de rue, il y a 2500 arbres qui ont été traités. Donc, ceux dans les cercles et aussi, on avait eu la possibilité de faire de traiter des arbres pour les protéger en préservation, si on veut. Puis on a tout fait le travail aussi dans le district de Saint-Édouard où il y a plus de frênes, puis il y a plus d'îlots de chaleur. Fait que dans Saint-Édouard, il y a à peu près 2200 frênes, puis il y en a 900 qui ont été traités l'année dernière. Fait que ça, c'est juste pour l'an dernier. Cette année, suite au dépistage, bien là, on voit que c'est les cercles qui sont pourpres. Ça, c'est des nouveaux foyers d'infestation. Fait que les arbres vont être soit traités, soit abattus. Puis, on va encore, il est fort probable qu'on ait encore des traitements supplémentaires qui vont nous être attribués. Puis, à ce moment-là, on va venir travailler dans les zones où il n'y a pas eu de traitement, où il y a le plus de frênes, dans Étienne-des-Marteaux, puis dans le vieux Rosemont. Donc, depuis 2012, il y a 500 frênes qui ont été abattus. Ils ont presque tous été remplacés. Et on a fait beaucoup de dépistage. Maintenant, on avait fait des dépistages à l'arrondissement. Maintenant, c'est toute la ville-centre qui fait les dépistages. Fait que cette stratégie-là, on va continuer de l'appliquer. Et je vais juste vous montrer les chiffres pour 2015. C'est ça. Donc, en 2015, à ce jour, on a déjà fait 3000 analyses de frênes. On est allé sur le terrain. On en a mis un peu plus que 307 à l'abattage. Les abattages ont tous été réalisés. Et lundi, on commence la plantation du printemps, parce qu'on fait des plantations au printemps, à l'automne, mais au besoin, on pourrait prolonger. Mais normalement, on plante en mai et on plante à nouveau en octobre et novembre. On peut commencer des fois à la mi-septembre parce que là, on plante plus qu'on plantait par le passé. Donc, fait que cette année encore, on pense, on est optimiste là, qu'on va avoir encore 2600 frênes qui vont être traités cet été. Il va y avoir peut-être 100 autres abattages à l'automne. J'ai écrit le nombre de plantations sera évalué en fonction des budgets accordés par la Ville. On va le savoir cette semaine. On devrait avoir les chiffres cette semaine pour connaître ce qui va nous être donné pour qu'on replante des arbres. Donc, depuis qu'il y a de la grille, c'est quoi l'impact que ça a pour l'arrondissement puis à la division des parcs? C'est qu'on peut dire qu'on a à peu près doublé notre nombre de plantations puis fait 2 fois plus d'abattage. Fait que c'est énorme, là, parce qu'on double ce qu'on faisait de base. Fait qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire. Puis M. le maire vous dira ce qu'on a ajouté suite à nos demandes. Là, dans le plan décennal, on a dit on ne peut pas arriver avec les mêmes effectifs, fait qu'il nous fallait plus de moyens. Puis on réalise, c'est ça, on fait 5000 inspections de frênes. On fait la cueillette de branches aussi, parce que j'ai oublié de vous mentionner quand je vous parlais de la grille tantôt, c'est que depuis que la grille est arrivée au Canada, il y a l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui réglemente qui réglemente ce qui touche au transport du bois, qui favorise la dispersion de la grille. C'est qu'ils se sont rendus compte que comment la grille se disperse le plus facilement, c'est par le bois de chauffage. Donc, ils ont créé des zones réglementées. On appelle ça un arrêté ministériel qui dit qu'à l'intérieur d'une zone X, c'est interdit de transporter le bois pendant la période active de l'insecte. Fait que ça, on respecte ça, mais ça nous oblige à faire des cueillettes de branches pour en disposer de façon réglementaire. Fait que l'arrondissement offre, la ville offre ce service-là depuis à peu près 3 ans, ce qu'on ne faisait pas par le passé non plus. Les branches allaient dans le camion à ordures, là. Mais maintenant, il y a des collectes qui sont à part à cause de cet arrêté-là, cette exigence-là du gouvernement. Donc, en plus de ces abattages, de ces plantations-là, on participe à différents projets de recherche. Il y a du piégeage qui a été effectué, puis il y a d'autres projets qui s'en viennent.
Bon, les branches en tout temps sont déchiquetées presque toujours sur place parce que c'est une façon de neutraliser l'insecte. Les gros bio sont conservés sur le territoire de l'arrondissement pendant la période de haut risque. Après, on en dispose à différents endroits, puis ça sort de la zone qui est réglementée pour être neutralisé, mais ça, c'est fait en hiver. Et bon, la cueillette des branches. C'est un petit peu, c'est ce qui fait le tour des opérations à la division des parcs. Et, si vous avez des questions, je pourrai répondre tantôt. Je cède la place à M. le maire. Merci beaucoup, Ariane. Alors, on parlait de plan décennal. Vous avez vu, dans le fond, ce que nous allons faire annuellement dans l'arrondissement au cours des 10 prochaines années. Quand je parle annuellement, c'est important de préciser que le tétrazine, qui est le pesticide, a une efficacité d'au plus 2 ans. Donc, il faut nécessairement réinjecter les arbres à chaque 2 années pour pouvoir les protéger contre la grille du frêne. Donc, ça demande énormément de travail et d'inspection. Donc, ce que nous avons fait pour arriver à un plan d'action vraiment réaliste et optimiste, c'est de se dire, bon, comme on a fait l'inspection des arbres, quels arbres étaient dans un état où ça ne valait pas la peine d'engendrer des frais d'injection par arbre, mais plutôt de le remplacer le plus rapidement possible pour préserver le taux de canopée et pour que, dans 10 ans, l'arbre qui soit replanté ait déjà eu quand même une maturité intéressante pour l'ensemble de la communauté. Ensuite, donc, dans les arbres que nous avons présentés, environ 80 de l'ensemble des frênes qui sont dans un état où on peut travailler par l'injection. Donc, notre choix a été de préserver le plus grand nombre de frênes possible avec une injection à chaque 2 ans pour pouvoir préserver. Naturellement, dans une lutte aussi féroce contre un insecte qui est aussi vorace, qui se propage aussi rapidement, il faut évaluer qu'il y aura sûrement des pertes malgré les injections. Donc, il faut aussi prévoir la quantité de pertes sur 10 ans versus l'investissement qu'on devra mettre également pour le remplacement de ces arbres. Donc, il y avait plusieurs scénarios qui ont été évalués. Par exemple, le scénario de nous abattons tous les arbres et nous les remplaçons d'ici 5 ans. Quels seront les coûts, quels seront les impacts, etc. Versus nous sommes capables de préserver 80 des frênes, même si ce n'est pas réaliste, quels seraient les coûts, etc. Donc, dans le scénario le plus optimal que nous avons décidé d'adopter avec tout le travail d'analyse, c'est de pouvoir être capable de préserver 40 des frênes sur 10 ans. Ce qui est, si on compare avec les autres villes qui ont été touchées, qui ont perdu 100 de leurs frênes, c'est un très bon scénario et c'est honnêtement quelque chose qui, pour nous, est très positif d'être capable de préserver 40 de l'ensemble des frênes au cours des 10 prochaines années. Il faut savoir, comme je vous expliquais, qu'un frêne aussi, en vieillissant, dépérit et devient plus vulnérable malgré l'injection de l'insecticide. Ça se peut que l'insecticide n'ait aucun effet à cause de l'état d'avancement et du vieillissement de l'arbre. Il y a tout ça qu'il faut tenir compte. Mais le plus important, c'est qu'il faut réussir à remplacer au fur et à mesure chacun de ces frênes que nous perdrons au cours des prochaines années. Et là, c'est le nerf de la guerre, parce que plus on attend, plus c'est la canopée que nous perdons et plus c'est notre capacité d'intervention à replanter qui devient difficile. Et donc, plus il y a de frênes à remplacer chaque année, plus on peut prendre des retards. Et donc, c'est important pour nous immédiatement d'acheter l'équipement puis d'avoir les ressources matérielles et financières à notre disposition et prévues pour les 10 prochaines années pour être capable de faire face à n'importe lequel de ces scénarios potentiels, comme le fait de peut-être ne pas être capable de sauver les frênes. Il faut l'envisager. Donc, il fallait se donner les moyens d'agir. Nous avons donc acheté l'ensemble d'équipements des essoucheuses. Peut-être que vous avez vu cet équipement qui, une fois les gros arbres abattus pour être remplacés, on vient essoucher pour enlever le morceau de l'arbre. On ne peut pas sortir l'arbre comme ça parce que il y a souvent des tuyaux et des conduites de gaz qui pourraient suivre et ça risque de causer beaucoup plus de dommages. Donc, il faut y aller de façon
précautionneuse. Également, on a engagé beaucoup plus d'élagueurs, donc c'est important pour nous d'avoir des gens sur le terrain pour être capable d'agir rapidement, un inspecteur aussi pour l'ensemble du territoire, ce qui fait que bon an, mal an, l'année dernière, l'arrondissement a investi près de 700 000 $ seulement pour la lutte à la grille du frêne, ce qui est un montant considérable. Naturellement, ce montant va être exponentiel malgré l'aide de la Ville de Montréal. Donc, les efforts qu'on devra mettre au cours des 10 prochaines années, seulement pour l'arrondissement, pour réussir à préserver 40 % des frênes de l'arrondissement, on évalue entre 10 et 11 millions de dollars d'investissement qui devront être faits pour pouvoir réussir notre plan d'action. Dans tous les scénarios, c'était aussi celui qui était, je vous dirais, le plus optimiste au point de vue financier. L'abattage au cours des 5 prochaines années de tous les frênes aurait surpassé encore plus ces coûts-là par le nombre d'élagueurs qu'il aurait fallu avoir, le remplacement, l'acquisition, etc. Et ça, c'est sans compter l'impact financier et environnemental. Donc, c'était un scénario pour nous qui n'était pas envisageable. Puis pourquoi on l'évaluait? Il fallait se donner aussi un ordre de grandeur par rapport le scénario du pire versus le scénario du mieux. Je dois aussi avouer qu'il y a des gens qui nous ont dit que pourquoi vous ne faites pas ça. Il me semble que ça serait plus simple que d'essayer de combattre l'insecte. On considère au contraire qu'il y a un très grand bénéfice à pouvoir préserver les frênes. Premièrement, on n'aurait pas la capacité de tous les remplacer et donc il faut se donner du temps aussi à être capable de reconstruire notre forêt urbaine. Parce que c'est ce que nous devrons faire. On a parlé tantôt de la diversité. Malheureusement, à l'époque, on a décidé de planter des frênes partout parce qu'il y avait un taux de croissance rapide et une très bonne robustesse dans des milieux hostiles comme une ville comme celle de Montréal. Ce qui fait qu'on a fait de la monoculture, mais maintenant, il faut agir autrement, ce qui nous donne donc le temps de le planifier et de remplacer. Et c'est important de parler de remplacement. Pour nous, c'est vraiment la stratégie qui est au cœur, qui est double. C'est à la fois préserver les arbres et les remplacer dès que la préservation n'est pas possible. Donc, on a vu, on est en manque de 50 par rapport aux dernières années, mais on est en rattrapage. Et à la fin des 10 années, on prévoit avoir entre 1 000 et 2 000 arbres supplémentaires à ce que nous avons actuellement dans l'ensemble de l'arrondissement. Donc, en plus d'être capable de sauver nos 40 % de frênes, on prévoit avoir 1 000 à 2 000 arbres de plus sur l'ensemble du territoire, ce qui serait quand même un gain. Naturellement, tout ça dépend des ressources financières qui sont octroyées. Objectivement, on aimerait en avoir beaucoup plus pour planter beaucoup plus, mais il y a aussi le fait qu'il faut savoir que l'espace urbain que nous avons pour les arbres de rue commence à diminuer. On a de moins en moins d'endroits où on peut créer de nouvelles fosses d'arbres pour planter sur rue. De là, l'importance que nous devrons mettre sur la plantation sur les terrains privés. Et ça, c'est une lutte et je dirais une stratégie qu'on va devoir mettre en place qui est en commun, à savoir à la fois avec l'ensemble des citoyens, à la fois sur leur terrain, mais aussi sur le domaine public, et faire un travail conjoint. Parce que sauver 40 % d'arbres va aussi demander l'effort de tous et de toutes, parce qu'il y a l'arrosage qui est important. Parfois, c'est plus difficile pour la ville. Un arbre plus jeune a besoin d'être arrosé beaucoup plus fréquemment, surtout lorsqu'il est en début de croissance. Les sels de déglaçage l'hiver viennent abîmer grandement. Ils peuvent avoir un impact majeur sur sa croissance et même sa survie. Donc, l'arrosage en période printanière et automnale devient, et même l'été, dans ces 2 premières années, est crucial sur sa survie. Et là, c'est sûr qu'on va en parler tantôt, il va y avoir des stratégies d'adoption et de participation citoyenne qui seront tout à fait volontaires et bénévoles, mais c'est sûr que tout ça va pouvoir nous aider grandement à avoir une stratégie globale et être capable d'atteindre notre 40 % de survie. Alors, notre plan décennal, c'est celui-ci. Donc, au cours des 10 prochaines années, on prévoit investir près de 11 millions de dollars pour sauver au moins 40 % de nos frênes. C'est, je vous dis, le scénario le plus réaliste et optimiste. Si le plan d'action réussit et si l'infestation est bien contrôlée grâce à l'insecticide, je pense qu'on va être capable de réussir ce défi.
et on pourra garder les meilleurs frênes en santé et peut-être, ma foi, à la fin, avoir réussi à éradiquer la grille du frêne avec le délai qu'on se donnera. Et je tiens à le rappeler, la plupart des villes qui, avant Montréal, ont été atteintes ont perdu 100 % de leurs frênes. Je vais aller voir sur Internet les photos des villes avant et après le passage de la grille. C'est assez foudroyant ce qui peut arriver. Alors, donc, notre plan est en continu. Bien entendu, vous comprendrez que tout ça aussi doit demander une certaine flexibilité de l'administration et de nos professionnels parce qu'il peut y avoir des pics ou des baisses d'infestation. Par exemple, parce que le froid extrême cet hiver a eu un impact sur les larves. C'est quelque chose qu'on ne sait pas encore, parce que les larves peuvent être sensibles à un froid intense de longue durée. Je suis quasiment en train de dire que ce serait le fun qu'il fasse très, très froid l'hiver maintenant pour nous aider, mais en même temps, bon, il y a d'autres inconvénients. Oui, c'est ça. Alors, il n'y a pas de scénario parfait. Alors voilà, c'est notre plan d'action qui va maintenant, je vais laisser la parole à M. Frédéric Bourrelli, qui est le partenaire Écoquartier, qui va nous aider justement à travailler en accompagnement avec les citoyens et avec nos parcs. Comme ça sera une lutte conjointe. Et je pense qu'on a aussi beaucoup de demandes de la part des citoyens qui nous ont été envoyées parce que vous aviez envie de participer, parce que vous teniez à cœur à la survie des arbres et à leur protection. Et honnêtement, je n'ai jamais vu autant d'appels citoyens à nous offrir bénévolement leurs bras pour pouvoir combattre cette infestation. Et je tiens à remercier les gens qui se sont manifestés ou qui ne l'ont pas fait. C'est rare qu'on voit spontanément des gens se rendre bénévoles pour sauver de cette manière des arbres ou des plantes sur le territoire de l'arrondissement ou d'une ville, mais on voit à quel point les gens sont affectés et je pense que notre travail aussi est en réponse à ça et on a senti le besoin d'avoir une stratégie d'implication des citoyens qui, même si on a les sommes nécessaires pour intervenir, veulent quand même participer au travail, ce qui peut peut-être éventuellement aussi nous aider à être plus efficaces et vraiment arriver au bout de nos objectifs que nous nous sommes donnés. Alors voilà, je laisse la parole à M. Bourrelli. Et je mets bonsoir, donc mon nom c'est Frédéric Bourrelli, je suis directeur de la SODER, qui est un organisme à but non lucratif environnemental dans le quartier. La SODER est mandataire d'un programme qui s'appelle Écoquartier, la plupart d'entre vous doivent le connaître. C'est un programme d'éducation et de mobilisation citoyenne, donc financé par l'arrondissement pour accompagner les citoyens dans leur prise en charge autonome, personnelle, de à la fois leur espace privé, leur implication et aussi de l'espace public. L'Écoquartier est principalement connu pour l'implantation des nouvelles collectes comme les bacs bruns, mais aussi comme les projets de ruelles vertes ou des projets de verdissement, de carrés d'arbres, etc. On va regarder ensemble comment, à titre de citoyen, on peut participer dans cette lutte-là. Vous avez vu que l'arrondissement est engagé dans une lutte, qui est une lutte qui mobilise toutes ses ressources et puis qui va vite. On a beaucoup parlé des arbres de rue. Là, l'idée, c'est que la première implication citoyenne, c'est assez original comme mode d'implication qu'on vous propose, c'est de dire le service des parcs va être tellement accaparé par l'élagage, le remplacement des arbres et puis la plantation de nouveaux arbres. L'arrosage, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et quand vous avez un arbre qui vient d'être planté devant chez vous, c'est une des premières pistes d'implication qu'on va vous proposer, c'est de dire qu'il faut en prendre soin. En général, c'est toujours utile de prendre soin de l'arbre devant chez soi, parce qu'il lui arrive d'être un petit peu abîmé. Et puis, il suffit parfois d'être un petit peu amoché, de ne pas être pris en charge suffisamment tôt pour que l'arbre dépérisse. Mais là, avec ces jeunes arbres qui vont être plantés, on a vu des centaines et des centaines d'arbres qu'il va falloir arroser l'été, etc. Il ne faut pas se faire d'illusions sur la capacité qu'on a collectivement à entretenir tous ces nouveaux arbres. Il y aura besoin de l'effort de tous. Donc, on va sans doute lancer une campagne dans ce sens-là. Donc, si vous voyez un nouvel arbre arriver, n'hésitez pas. On disait une chaudière par semaine. Ça lui fera grandement du bien cet été. Le domaine privé. Alors, ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est qu'on a vu qu'il y a environ 60% de la surface qui est occupée par les domaines privés. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que certains d'entre vous ont des frênes dans leur cours. Ça veut dire aussi que certains d'entre vous ont de la place dans leur cours pour planter des arbres. Donc on va travailler ces deux pistes-là.
D'abord, en prenant soin de son propre frêne, c'est-à-dire si vous avez un arbre dont vous soupçonnez qu'il est peut-être un frêne, il y a de fortes chances que lui aussi reçoive la visite de l'insecte. Donc, on vous invite fortement à le soigner, à lui injecter donc aux 2 ans cette dose qui vous coûtera selon la taille de l'arbre entre 150 et 300 $. Mais vous allez soigner votre arbre. C'est toujours une meilleure solution que de perdre un arbre avec tous les bienfaits écologiques dont on a parlé. Donc pour ça, on reviendra plus tard. On souhaiterait monter dans l'arrondissement, dans le mois qui vient, une offre spéciale pour les résidents pour dire, avec un organisme d'économie sociale, on va vous faire le meilleur tarif possible, soignez votre arbre. La deuxième chose, c'est si votre arbre est extrêmement malade et que vous devez l'abattre, vous savez, vous avez besoin d'un permis d'abattage, vous avez besoin de demander à la ville l'autorisation d'abattre cet arbre. L'arrondissement fait un premier geste qui est de dire, écoute, si c'est un frêne malade, il n'y a pas de frais pour l'abattage et on vous invite à le remplacer. Et donc, il y a un programme qui va être mis à votre disposition d'arbres à prix réduit. Ce sont des arbres de bonne taille qui font 1,70 m, qui sont vendus à 25 $ avec une grande variété d'espèces. Je crois qu'il y a 12 espèces différentes. Vous allez pouvoir replanter votre arbre à moindre coût. Et si vous avez un terrain sur lequel il y a encore de l'espace pour planter un arbre, on vous invite à compenser parce qu'il va y avoir nécessairement, vous coupez un arbre mature, vous le remplacez par un jeune arbre, il va y avoir nécessairement un petit peu de perte de canopée dans les années qui viennent. On vous invite à contribuer à l'augmentation de la canopée générale en plantant un nouvel arbre. Donc encore une fois, cette campagne dont on va parler qui vous permet d'acheter un arbre à 25 $, si vous avez un terrain privé sur lequel vous pouvez planter, on va vous inviter à le faire. On va regarder ces mesures rapidement. Donc la première, c'est... je suis intéressé, mais en même temps, c'est un organisme de bienfaisance, donc ça n'est pas un intérêt personnel. Je vous inviterai à contacter les Pousses Urbaines, qui sont un organisme accrédité pour l'injection du traitement dans les arbres. Et donc, avec des jeunes en formation, en fait, on va faire une campagne donc, qui va durer de mi-juin à peu près à fin août, qui vous permettra de soigner votre arbre à tarif très concurrentiel. Donc, vous avez un site internet qui est pousseurbaine.org, et puis vous pouvez venir me voir pour les coordonnées. Il y a un Facebook, il y a tout ce que vous voulez. C'est un organisme qui est facile à trouver, qui est basé dans l'arrondissement, qui est basé même l'immeuble en face de l'arrondissement, et où il y aura des jeunes qui vont participer à du traitement d'arbres à partir du mois de juin. La deuxième initiative, donc celle qui vient de l'ensemble des écoquartiers de Montréal, avec le soutien de l'arrondissement de la ville, c'est donc l'arbre à 25 $. Donc il va y avoir 4000 arbres disponibles à 25 $, donc il y en a un pour vous. Et avec cette année, une nouveauté qui est que pour 35 $, vous allez pouvoir même avoir des arbres fruitiers. Donc, on vous invite à passer commande jusqu'au 5 juin à votre écoquartier. Donc, encore une fois, l'écoquartier, ça se trouve. Vous avez des numéros de téléphone, des Facebook, des sites Internet. Donc, contactez votre écoquartier, réservez votre arbre. Et pour 25 $ ou 35 $ pour un arbre fruitier, vous allez pouvoir acheter un arbre qui va être livré vers la fin du mois de juin. Voilà. C'était la partie implication citoyenne, donc sur le domaine public et sur le domaine privé. Et puis donc, au pire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'écoquartier. Et puis, on souhaite encourager les plantations sur le domaine privé. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Avant de laisser la parole à Lucie, il y a aussi éventuellement, on est en attente d'un programme qui viendrait de la ville pour adopter des arbres, donc carrément des frênes sur rue, où les citoyens pourraient adopter un frêne et pouvoir donc collaborer à l'injection et à la protection des frênes qui sont en place. Ça serait financé par la Ville de Montréal. On attend, on en parlait, on attend encore là, les confirmations. Donc, on ne l'a pas mis dans la présentation, n'ayant pas reçu la confirmation, mais c'est un autre des programmes qui serait mis à la contribution et donc un effort global et collectif. Alors, merci beaucoup, Mme Goyette, M. Bourrelli. Je laisse maintenant la parole à Mme Paquet. Je vais vous inviter, M. Croteau, M. Bourrelli, Ariane, après prendre la place à la table et vous inviter donc pour cette période des questions. Je vais peut-être juste... Ça fait très officiel. Donc, ceux qui ont des questions, je vous inviterai à venir à l'avant, vous identifier et vous dire à qui vous adressez la question si possible. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Vous mettez au défi avec la première question. Là. Je vais essayer de ne pas être trop... non, vous me connaissez quand même. Kim Marino, biologiste, c'est moi en 2013 qui avait écrit un mémoire et en fait une demande officielle à la Ville de Montréal par l'entremise de l'Association des biologistes du Québec à intervenir. Puis
puis je pense que ça a fonctionné un peu. En tout cas, là, vous n'avez jamais assez, c'est sûr, parce que c'est beaucoup d'efforts pour faire tout ce programme-là. Donc, personnellement, je vous avais remercié parce que j'avais vu l'effort de sensibilisation et pour convaincre, en fait, le central, comme on dit, à faire quelque chose. Donc, je suis vraiment heureuse de ça. J'ai 2 questions. La CMM avait demandé à l'ensemble des villes de faire un règlement pour obliger les gens à intervenir. Moi, je suis consultante. J'ai toutes les villes à Montérégie que je sers. J'ai fait des inventaires de freins dans à peu près toutes les villes au sud de Montréal. La plupart des endroits, l'West Island aussi est en train de faire quelque chose. Donc, est-ce que vous allez intervenir à ce niveau-là? Je ne sais pas si je suis pour ou contre. En fait, je veux juste être informée. Et le boisé des Pères, notre seul boisé naturel de tout l'arrondissement, qui me tient beaucoup à cœur. C'est moi qui ai fait l'inventaire de tous les parcs nature de l'île de Montréal depuis les 15 dernières années, le Mont-Royal, etc. Je n'ai jamais fait l'inventaire du boisé des Pères, mais je pense que c'est un endroit, malgré la faible probabilité d'avoir un accident de sécurité publique à cet endroit-là, je pense que ça vaudrait la peine quand même d'intervenir avec l'ensemble de la stratégie que vous avez déjà adoptée ailleurs. C'est ça, c'est mes 2 questions. Merci beaucoup. Alors, pour la première question, puis c'est même un peu d'intérêt public, encore une fois, c'est quelque chose qui reste à confirmer, mais il y aurait sur les planches à dessin un règlement qui serait adopté, même peut-être au prochain conseil de ville, soit celui d'avril ou de mai, qui imposerait, je vous dirais, la dénonciation de son frein sur son terrain et l'injection ou abattage. Donc, ce serait un règlement qui obligerait le citoyen sur son terrain à intervenir. Je ne sais pas sous quelle forme il sera fait, de quelle manière, parce qu'il y a toutes des questions légales qui doivent être analysées. C'est M. Ménard, le responsable à la Ville de Montréal, qui est le responsable du dossier, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait un règlement qui irait en ce sens et qu'il n'y aurait pas de somme qui serait accompagnée pour aider les citoyens à l'injection et autres. De là, notre travail a immédiatement tenté au moins d'avoir un programme qui vient réduire le coût de l'insecticide, donc un prix de groupe d'une certaine manière qui vient permettre d'avoir un prix plus abordable pour l'insecticide, plus facilement aussi accessible. Donc, au lieu de faire appel à une entreprise soi-même qu'un individu, quand on a un organisme qui est à disposition rapidement, ça permet d'être plus efficace. De là aussi à permettre l'abattage, donc la demande de permis gratuit pour l'arrondissement. C'est le seul arbre là, où on ne facture pas les frais administratifs de l'étude et de l'analyse pour le frêne. Je pense que s'il y a un frêne qui est fortement infesté, il vaut mieux faciliter rapidement son remplacement plutôt que de laisser l'arbre s'effondre par lui-même et infecter davantage les arbres sur le domaine public. Donc, parce que tout ça, c'est pas, il n'y a pas de frontière entre un arbre sur le terrain privé et l'arbre public. Si on ne s'occupe pas aussi des arbres sur le terrain privé, notre lutte sur le terrain public elle va être vaine. Il faut vraiment faire une lutte conjointe là-dessus, sinon on va travailler pour rien. C'est comme si on marchait dans le désert. Alors, donc de là, mais il y a ça. Pour ce qui est du boisé des Pères, oui, il y a un fort intérêt. En tout cas, notre première évaluation, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de freins, mais je pense que ça vaudrait la peine, en effet, qu'il y ait une inspection qui soit faite et une analyse ou l'inventaire exact, contrairement au Mont-Royal qui a vraiment beaucoup de freins, et ça risque d'être assez terrible. Mais l'avantage du Mont-Royal, c'est qu'en étant très densément feuillu, ça protège beaucoup les freins de l'infestation. Peut-être quelque chose qu'on a omis de dire pendant la présentation, c'est que la grille se déplace environ de 250 à 300 mètres seulement. C'est des sauts. Bouge pas rapidement et pas loin. Alors, c'est pour ça qu'on parlait des périmètres de 300 mètres. Et l'intensité de protection dans le 300 mètres, c'est qu'on évite la contagion au-delà du 300 mètres lorsqu'on en trouve un, parce que l'insecte ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est un peu la stratégie, juste pour mettre en lumière. Soyez pas gênés. Jean-Sébastien Neveu. Vous avez mentionné que dans 10 ans, donc, on finirait peut-être au net avec 1 000 à 2 000 arbres additionnels, mais ça va forcément être de plus petits arbres que ceux qu'on aura abattus. Avez-vous une idée de la perte de canopée nette au bout de 10 ans?
partait de 19 Ouais, c'est très difficile à évaluer parce que c'est sûr que si on abat des arbres matures, qu'on les remplace par des plus petits, c'est pour ça qu'on va essayer de l'étendre le plus possible pour qu'il y ait moins de pertes de canopée. Mais ça, on n'est pas capable de dire ça va être quoi, mais c'est sûr qu'il va y avoir une perte de canopée. Il va y avoir un gain net d'arbres, mais il va y avoir une perte de canopée. Puis envisagez-vous, par exemple, de dire, bien, pour chaque arbre abattu, il faudrait peut-être en replanter 2, voire 3, incluant avec la sensibilisation des gens sur leur domaine privé? Bien, c'est pour ça qu'on sensibilise beaucoup les gens sur le domaine privé, parce qu'à un moment donné, sur le domaine public, on a une limite aussi. Tu sais, ça nous a été demandé de faire de l'intercalaire sur des rues dans des programmes de réfection routière, mais c'est qu'on ne peut plus. Là, il faut planifier le développement de l'arbre à maturité, puis on ne va pas s'aider en plantant trop d'arbres qui n'auront pas les bonnes conditions de croissance. Donc, on est limité sur le nombre d'emplacements, mais on va essayer d'optimiser. On va optimiser le plus possible tous les endroits où on pourrait planter. Avec les programmes de réfection routière, on l'analyse déjà. Vous voyez, tantôt, on n'a pas pensé de le dire, mais il y a presque une centaine d'arbres qui vont être inclus, qui s'ajoutent dans le programme de réfection routière. Fait que dès qu'on peut rajouter dans des rues où on fait de la réfection, on en ajoute, mais ça demande une analyse assez approfondie de chaque situation. On ne peut pas dire que pour chaque arbre abattu, on peut en replanter 2, mais on essaie d'en replanter le plus possible. Puis allez-vous orienter aussi dans les gens qui replantent, par exemple, sur leur domaine privé, privilégier, par exemple, des espèces qui poussent plus rapidement que le frêne? Puis je ne sais pas à quelle vitesse le pousse-frêne, par exemple, mais c'est bien de faire ça, mais en même temps, les espèces qui poussent vite, c'est des espèces qui vivent moins longtemps. Fait que c'est pour ça que c'est important, la biodiversité. Puis à certains endroits, on peut mettre c'est ça, on pourrait replanter des peupliers qui vont croître rapidement. On le fait, là, à des endroits. Donc, l'important, c'est de diversifier le plus possible. Ouais. Savez-vous, c'est quoi l'âge moyen des arbres qui sont coupés? On ne connaît pas l'âge moyen, mais on connaît le diamètre moyen. Le diamètre moyen des frênes qu'on coupe, c'est de 30 cm. Mais nos arbres, Marie, ils vivent quoi en rue? Quand c'est rendu à 50, 60 ans? Ça, c'est leur espérance de vie, là, 70 ans. Ah oui, puis quand on les amène à 30, 35, 40 ans maintenant, avec les conditions urbaines, on est content. On travaille à des fosses de plantation plus grandes pour permettre une croissance puis une longévité accrue des arbres, là, parce qu'il y a des endroits où ça a été planté, que c'est presque des bonsaïs. Là. Il y a des frênes qu'on voit dans Saint-Édouard, ça fait 25-30 ans qu'ils ont été plantés, puis ils ont 20 cm de diamètre. C'est pas normal. Ils n'ont pas de place pour croître. Puis, ma dernière question, c'est concernant le volet sur le domaine privé, là, pour sensibiliser les gens à planter, puis surtout à détecter peut-être la présence de la grille dans leurs arbres. Qu'est-ce que vous prévoyez pour éduquer les citoyens dans la détection de la grille, justement? Oui, Frédéric. Donc, c'est sûr que là, j'ai parlé avec mon chapeau écoquartier. Dans la programmation de l'année des activités écoquartier, on a toujours un volet déchets, un volet verdissement qui sont assez importants. Cette année, on s'est posé dès le début de l'année pour se dire qu'il faut absolument orchestrer une grande campagne qui éduque à la grille et puis qui fait la promotion des différents moyens d'action qu'on aura proposés. Donc planter des nouveaux arbres, mais aussi reconnaître si c'est un frêne ou pas, s'il est malade ou pas. Et puis, on va venir assez rapidement avec un grand programme d'adoption de l'espace public aussi. Vous savez, on a beaucoup parlé d'agriculture urbaine, de saillies de trottoirs, mais là, on a aussi l'arbre qui devient l'élément marquant de l'espace public. Donc, on va venir avec toutes ces campagnes conjointes, une sur la grille et l'arbre privé, et puis une sur l'adoption d'espaces publics pour que le citoyen s'approprie et se sente ce sentiment d'appartenance sur le trottoir. En fait, c'est lui. L'arbre qui est là a une valeur et l'espace autour de l'arbre, donc carré d'arbres, saillies de trottoir, etc., c'est un espace que vous pouvez envahir pour faire de l'agriculture, pour planter des petits arbustes. On a vu des choses magnifiques. Donc, ce seront les deux aspects de la campagne de sensibilisation qui va avoir lieu cette année. Donc, Agril du Frêne et adoption de l'espace public. Donc, il y aurait là-dedans, entre autres, une formation technique, là, entre guillemets, là, mais pour dire, écoutez, voici un peu comme j'ai vu à l'arrière, il y avait la branche, mais là, celle-là est morte puis elle est coupée, là, tu sais. Si je peux ajouter, vous pourrez
peut-être venir nous voir après avec Marie, parce qu'il y a déjà, il y a un site Internet à la Ville de Montréal qui a beaucoup déjà de l'information. Fait qu'on va vous donner le site. Je pense que vous allez voir les phases de dépérissement, l'insecte, comment il se développe, comment il se reproduit. Il y a pas mal d'informations sur ce site-là. OK. J'étais aussi préoccupé par, pas seulement pour moi, mon éducation, parce que je peux la trouver, mais l'efficacité de la campagne sur le domaine privé va dépendre de comment vous arrivez à rejoindre les gens puis à les éduquer par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Et je vais juste ajouter un petit point, parce que tantôt, je l'ai omis, mais Ariane en a parlé. Quand on parle de PRR, c'est la réfection des rues. On a aussi adopté une stratégie systématique déjà depuis quelques années, mais qui indirectement maintenant nous aide, c'est de réduire la largeur des rues systématiquement au minimum réglementaire pour la circulation et le stationnement, en permettant donc de mettre des bandes végétalisées le plus possible sur les trottoirs, ce qui fait en sorte de créer des espaces supplémentaires pour la plantation des arbres. Donc, juste l'année dernière, dans la réfection des rues, et donc ce programme-là, on a créé 87 nouvelles fosses d'arbres, juste par la manière dont on a modifié l'aménagement de la rue. Donc, on peut refaire la rue à l'identique, ce qui veut dire qu'on n'a aucun gain. C'est du béton, de l'asphalte, du béton, de l'asphalte, alors que là, en ayant une orientation où on se permet plus de verdissement, on crée aussi le potentiel davantage de plantations sur rue. Donc, par les saillies de trottoir sur les coins de rue, mais aussi par les bandes végétalisées. On avait l'habitude de mettre des carrés d'arbres, du béton, carrés d'arbres, béton. Maintenant, ce ne sera que de la végétation. On ne mettra plus de béton, ce qui va augmenter aussi la rétention d'eau et permettre à l'arbre de croître davantage, parce qu'un des problèmes, c'était des petites fosses d'arbres, manque d'espace pour les racines, alimentation limitée en eau, et là, on se retrouve avec des arbres qui restent des chicots pour au moins 10-15 ans. Et si on ajoute à ça les sels de déglaçage et la pollution accrue, entre autres sur les rues commerciales, vous avez des arbres qui vont rester des petits arbres. Vous allez juste aller voir sur la rue Masson, sur Beaubien ou toute autre rue Saint-Laurent, vous allez voir que les arbres, ça marche pas. C'est très difficile, c'est un environnement très hostile, et donc il faut nous donner les moyens. Alors, c'est sûr qu'on va avoir une perte d'espace béton, je vous dirais, sur nos trottoirs, mais c'est un gros gain qu'on va aller chercher sur notre capacité d'augmenter la canopée dans le temps. Et donc, il y a une époque où, à Montréal, on a mis de l'asphalte pour boucher le gazon et les carrés d'arbres, mais là, il faut défaire ce qu'on a mal fait dans le passé pour se donner les moyens d'y arriver. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Et cela dit, ça coûte moins cher, on met moins de béton, donc le coût de réfection des rues est moins cher. Il y a aussi un gain là-dessus. Bonjour, Sophie Delahaye-Millette. Je suis venue ici parce que j'étais surtout intéressée par savoir comment, comme citoyenne, je pouvais m'investir dans cette guerre totale, on va dire ça comme ça. Si je comprends bien, les stratégies sont beaucoup axées autour des jeunes arbres. C'est sûr qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce soir parce que, comme disait François Croteau, on était en attente d'un programme qui n'est pas venu. Si vous avez un arbre de rue devant chez vous et que vous souhaitez vous assurer que cet arbre-là va être traité, on souhaite aussi laisser dans l'arrondissement la possibilité pour vous de payer le traitement de cet arbre. Okay. Vous aurez cette possibilité-là. Alors pour l'instant, on est obligé de le faire un peu sous forme de mesure d'exception parce qu'il n'y a pas de programme officiel. Mais on en a parlé encore aujourd'hui. Il sera possible pour vous d'appeler le 311 ou éventuellement l'écoquartier ou les pousses urbaines, dire cet arbre-là, j'aimerais vraiment bien qu'il soit traité et je suis prêt à le payer. Alors ça prendra nécessairement une inspection par la ville pour vérifier s'il n'a pas déjà été traité et s'il est dans les conditions de survie et s'il n'est pas prévu pour être traité dans les semaines qui suivent. Mais donc vous allez pouvoir le faire. C'est sûr que sur votre terrain privé, vous avez tous les leviers pour agir vous-même. On va essayer de voir, on espère, au niveau de l'arrondissement et puis au niveau régional aussi, de voir si on peut avoir d'autres espaces d'implication. On réfléchissait à jouer sur aussi des campagnes, peut-être de sociofinancement, des choses comme ça. Il faut qu'on travaille tout ça dans les jours qui viennent pour vous permettre de vous impliquer plus. Alors l'entretien d'un jeune arbre et puis le payer pour le traitement et planter un arbre dans votre cour, ça c'est des choses, on est capable de vous dire aujourd'hui, oui, vous allez pouvoir le faire. Okay. Le reste, on espère vous revenir rapidement avec des nouveaux programmes régulièrement pour que vous participiez. Okay.
Ce qui m'amène à mon autre question. En fait, Rosemont, c'est le paradis des plex. Moi, j'habite dans un deuxième. Je n'ai pas de terrain à offrir pour planter un arbre. Est-ce qu'il y a des mesures pour les citoyens en hauteur qui ont envie de s'impliquer, une forme de, je ne sais pas moi, de bourse ou de banque d'arbres qui pourrait être créée? Ben, il y a le programme Un enfant, un arbre. Donc, déjà, d'avoir un enfant, ça aide à planter un arbre. Mais non, il y a d'autres... Écoute, pourquoi pas? Parce que pour l'instant, c'est un peu la partie, le chaînon manquant, là. C'est-à-dire, si vous avez un terrain, vous pouvez planter un arbre. Si vous avez un arbre de rue devant chez vous, vous pouvez le traiter. Mais par contre, entre les deux, c'est vrai qu'il y a des citoyens comme vous qui sont vraiment, vraiment concernés. On va essayer de vous revenir avec ça, avec la possibilité pour vous de participer, par exemple, à une forme de levée de fonds et dont la totalité de la somme serait réinvestie pour soigner des arbres ou pour planter des nouveaux arbres. On y réfléchit, on va essayer de venir là-dessus. Ce serait une bonne idée. Merci. Merci. Bonjour, Justine-Anne Rowell. Alors, ma question, c'est plus à propos des projets de verdissement. Dans ma rue, il y a déjà eu une campagne volontaire, je dirais, d'éliminer les plaques d'asphalte entre les arbres. J'habite sur Louis Hébert. Ça a été fait sur quand même une longue, je pense que c'est 2 ou 3 rues là, de longueur. Puis ça avait été fait carrément par les gens qui habitaient sur la rue à coups de pioche. On s'est même donné des coups sur les pieds. Puis je me demandais si on avait envie d'étendre ça pour pouvoir faire, comme vous disiez, des petits jardins, planter des petits arbustes. Est-ce qu'il y aurait des moyens, pas nécessairement financiers, mais de contribution de la ville, du genre, je pense que vous aviez fourni le compost pour remplir les trous, la terre et le compost pour remplir. Oui, exactement. Je me demandais, est-ce qu'il y aurait moyen d'étendre ça un peu plus, peut-être avec une initiative citoyenne qui veut prendre en charge? Pour poser votre question, je regardais beaucoup par là parce qu'il y a un organisme qui s'appelle Jardin de rue, qui est l'initiateur de ce projet. Qui à l'époque était au secondaire, qui a parti le projet sur sa rue et qui est là ce soir. Laurent, qui est derrière. Je t'avais pas vu, mais... Oui? Oui. Alors... Oui. Mais le pire, c'est que j'ai pensé à toi puis je t'avais pas vu. Alors, il y a un programme maintenant annuel. Il y a une liste d'inscriptions qui existe, comme pour les ruelles vertes, où les citoyens peuvent s'inscrire auprès de l'organisme et enlever l'asphalte sur la rue. Donc, on fournit le container. Vous pouvez piocher avec des capes d'acier idéalement. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Et oui, donc tout le travail est fait. On a enlevé, ma foi, c'est à peu près 7 km linéaires d'asphalte depuis le début. C'est énorme. On parle de milliers de tonnes d'asphalte qui ont été enlevées et qui maintenant sont fleuries. Alors, je tiens d'ailleurs à souligner le beau travail et féliciter Laurent, qui est un citoyen simplement impliqué, là, qui... Alors, oui, ça existe et vous pouvez vous inscrire comme avec les ruelles vertes qu'on déminéralise de plus en plus pour laisser la place au verdissement. Merci. Je vais juste vous ajouter que vous sous-estimez les capacités des citoyens à intervenir dans leur milieu. C'est un grand mouvement mondial. Hier, j'étais à Future Earth. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. 60 000 chercheurs à travers le monde qui veulent parler aux élus pour changer le cours des choses. Et je pense que dans Rosemont particulièrement, vous avez un terrain très fertile, donc ça ne prend pas grand-chose. Hein, je sais qu'il y a un bon travail de fait par la SODER, les ruelles vertes, ça fonctionne, il y a toujours des chialeux, tout ça. Mais je pense que globalement, quand les gens se déplacent pour venir entendre parler des arbres, vous avez plus de capacité que il y a 20 ans. À faire intervenir les gens avec les écoles aussi, il y a une capacité, les parents s'investissent plus pour l'avenir de la planète en général. Donc, je veux juste vous lancer parce que je connais un peu la ville de Montréal depuis 20 ans, là, puis je pense que vous avez un certain cheminement encore à être surpris de voir ce que les gens peuvent faire autour de leur planète. Bien, tout à fait. Et vous parlez d'implication citoyenne. Bon, on a les jardins de rue et les ruelles vertes qui sont deux phénomènes même hors de contrôle. Je pourrais dire qu'on n'est pas capable de fournir à la demande tellement c'est nombreux. La liste d'attente, une trentaine de ruelles vertes en attente. On en fait à peu près entre 15 et 20 par année sur notre capacité de livrer. Là, on est rendu dans ce phénomène. On avait 5 ruelles vertes
en 2009, on va atteindre le 85, puis ça, c'est simplement par la volonté des citoyens qui, nous, instinctivement, veulent enlever l'asphalte du béton dans la ruelle et planter. Non, c'est plus, non, nous, on n'est plus dans le projet pilote du tout, là. C'est pas nous qui appelons ça projet pilote. Nous, on n'est plus dans le projet pilote. Non, c'est plus des projets pilotes, mais vous parlez de bénéfices, et ça, c'est important de le mentionner. Lorsqu'on s'occupe du carré d'arbre en face de chez soi et lorsqu'on s'occupe de sa ruelle, ça fait une présence sur le domaine public, ça fait de la vie. On rencontre son voisin, on se met à se parler, mais aussi, indirectement, ça augmente le sentiment de sécurité en ville, ça diminue les incivilités, que ce soit les gens qui déposent leur vidange n'importe quand ou qui ne prennent pas soin du domaine public. Allez voir les ruelles vertes et les gens qui se sont occupés de leur façade de maison, à quel point on voit une différence majeure sur l'attention qu'on porte à la propreté et à la sécurité autour de chez soi. C'est un bénéfice incroyable et c'est toujours agréable de planter ses fleurs puis qu'il y a quelqu'un qui dit bonjour en passant. C'est bon aussi psychologiquement. Donc, ce n'est que des bénéfices. Alors, tout à fait. Sauf dans mon cas où, quand je plante mes plates-bandes, je me fais parler des nids de poules, mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être juste pour réagir sur ça. On a vu en effet au cours des dernières années monter en puissance tous les projets d'initiative citoyenne et puis toute l'appropriation progressive de l'espace public à travers les ruelles vertes ou à travers les jardins de rue. Là, c'est vrai qu'il y a encore une étape qui va être franchie cette année, c'est-à-dire on parle d'une appropriation de l'espace public, y compris donc des arbres, y compris des saillies de trottoirs. On est vraiment sur des citoyens où les élus comme l'administration sont ouverts à dire écoute, cette saillie de trottoir-là que je suis en train de fabriquer, là, si elle t'intéresse, viens cultiver les tomates. Tu sais, on est vraiment quand même, je trouve, par rapport justement à l'historique de la ville de Montréal, dans un arrondissement qui s'ouvre, que ce soit au niveau des élus de l'administration, à dire, je pense on peut faire confiance aux citoyens pour aller plus loin et puis pour en effet comme mettre ce qu'il y a de meilleur sur l'espace public. Parce que c'est en bonne intelligence. On a d'autres choses à faire avec le service des parcs et les travaux publics, je pense, en ce moment. Et puis, c'est mieux fait et puis ça crée du lien social. Donc, je pense qu'il y a quand même une ouverture qui est quand même assez remarquable au cours des dernières années. C'était tout. D'ailleurs, ceux qui ont envie de faire un potager dans une saillie de l'arrondissement, vous êtes invités à le faire. Vous pouvez le faire. Il y a plein de citoyens qui le font déjà, qui font pousser des tomates et de la laitue et autres dans nos saillies. On a avisé la population l'année dernière que vous pouvez le faire, vous avez l'autorisation. Le domaine public, ça le dit, c'est public, c'est à vous. Alors, ça appartient pas à l'arrondissement, ça appartient à tous. Et je pense que si tout le monde s'occupe de son environnement, ça fait un milieu de vie où on est plus fier, plus vivant. Puis, ma foi, d'échanger une tomate sur un coin de rue, c'est le bonheur. Voilà. Si jamais vous avez d'autres questions plus privées... Oui, allez-y, désolé. J'apporterai juste une petite conclusion à cette soirée-là. Merci encore de votre présence. Peut-être que, Laurent, tu peux nous dire, puisqu'il y a des gens qui sont intéressés par les jardins de rue, je sais qu'il va y avoir une rencontre ici des jardins de rue là, qui est bientôt... Voilà. Alors, petite information supplémentaire. J'entends aussi, je retiens de cette soirée-là que vous avez hâte de voir nos programmes sur des moyens concrets que vous pourrez prendre comme citoyen. Alors, je vous invite vraiment à suivre notre site Web, notre page Facebook. Ça va être là très, très, très bientôt. On va vous informer de tout ce que vous allez pouvoir faire pour aider à sauver la canopée. Merci beaucoup. Merci.